Une vidéo qui sort de l'ordinaire. J'ai été contacté par plusieurs agriculteurs, j'ai discuté avec pas mal d'entre eux, et il y a un des agriculteurs qui souhaite témoigner vocalement pour faire passer son message, pour faire passer les revendications, pour expliquer aussi un peu les problématiques du milieu et de pourquoi toutes ces colères. Donc il est avec moi actuellement en vocal, et bah vas-y, si tu peux te présenter. Ouais, salut à tous. Déjà, je tiens à te remercier, Dalibor, parce Ouais. que d'offrir une petite tribune comme ça à un no-name de l'internet, avec ton statut un peu de youtubeur, c'est toujours agréable. Euh, non, mais sérieux, ça fait plaisir, quoi. T'es le seul à un peu avoir répondu en fait à ma demande, donc bah, un grand merci à Hmm. toi. Euh, donc je vais me présenter rapidement. Moi, je m'appelle Loïc, j'ai 34 ans, je suis éleveur de porcs. Mhm. Voilà, ça fait 5 ans et demi que j'ai embauché dans ce milieu. Donc c'est un milieu que je connaissais pas avant, hein. Je tiens à préciser. Moi je viens plutôt du milieu industriel. J'ai bossé dans l'aéronautique pendant 7 ans. Et puis j'ai rencontré ma compagne dans un champ, littéralement. Et du coup j'ai quitté comment dire, l'industrie parce que en fait c'était compliqué de bosser dans des grosses structures où t'es qu'un numéro de série parmi tant d'autres, interchangeable, tout ça. Il y a aucune valeur à- comment dire, aucune valeur humaine derrière. En fait, t'es juste là pour faire ton taf et puis voilà. Alors la paye était correcte, hein, Hmm. ça c'était le seul avantage, j'ai envie de dire. Mais ça me suffisait pas. Donc j'ai rencontré ma femme et il se trouve que ses parents sont éleveurs de porcs depuis maintenant 32 ans. Et donc après un an de chômage à réfléchir à ce que je pouvais bien faire dans ma vie, mon beau-père m'a proposé de m'embaucher. D'accord. Voilà, donc je suis rentré là-dedans, je connaissais rien du tout, j'y suis allé avec la bite et le couteau, comme on dit. Et puis un peu de courage. Et voilà. Donc aujourd'hui, je m'occupe d'une exploitation où je gère à peu près entre 1500 et 2000 porcs. Bah, c'est énorme, c'est énorme. 1500 à 2000 porcs. Enfin, ça paraît énorme parce qu'il y a des exploitations qui sont beaucoup plus grosses que ça. Mais Ouais. Alors nous, on est un petit moyen exploitant, hein, je veux dire. d'accord. 1500, c'est considéré comme un petit moyen exploitant? Ouais, parce que bah, par exemple en Bretagne, tu as des fermes de 10 000 porcs. Ouais. Alors c'est sûr que comparé à ceux qui font de l'élevage traditionnel, j'ai envie de dire, Hum, donc de l'élevage plein air et tout, ils ont des cheptels beaucoup plus petits. hum, Ils vont avoir 200 porcs, hum, 250 porcs, voilà. Pour pouvoir les mettre en extérieur, de toute façon, c'est un peu la limite quand tu es tout seul, hein. Là, hum, faut bien comprendre, nous, on fait de l'élevage en bâtiment hum. pour des raisons de rentabilité, tout simplement. Ouais. Parce que, en fait, aujourd'hui, le prix de la viande, il est tellement bas. Il y a tellement d'intermédiaires qui se gavent entre le départ de la ferme et l'assiette du consommateur Hum, que tu es obligé de faire du volume, tu es obligé d'être rentable un maximum, d'optimiser à fond les coûts de production pour pouvoir survivre, tout simplement. Donc, ce qui m'amène en fait au principal problème qu'ont les agriculteurs aujourd'hui, c'est que finalement, c'est pas le producteur qui fixe les prix de vente de sa came. ça, je trouve ça fou. Euh, C'est pas le vendeur qui fixe le prix. Ça, c'est pas c'est hallucinant. Je trouve ça tellement ouf. alors, ouais, parce que on pourrait se dire oui, mais c'est le cas aussi pour les bagnoles, parce que tu es quand même sur un marché qui est assez, comment dire, ouvert à la concurrence, et Hum, donc tu pourrais dire oui, mais dans les autres domaines, c'est valable aussi. Sauf que c'est un peu différent dans le sens où nous, par exemple, aujourd'hui, quand on parle d'agriculture, on est confronté déjà au marché, à la concurrence étrangère, mhm, que ce soit intra-européenne ou extra-européenne, hein, je veux dire, le sujet n'est pas vraiment là. En France, on exporte beaucoup de denrées parce que finalement, comment dire, on a un haut niveau de savoir-faire en agriculture, un très haut niveau de savoir-faire, et on a une agriculture, malgré ce qu'en pensent les gens, relativement assez propre. hum. Alors, je vais m'expliquer là-dessus un peu plus tard. Vas-y. Euh, donc, pourquoi c'est pas nous qui fixons les prix? Parce que, en fait, en France, tu as environ 40 000 entreprises agroalimentaires et de commerce de gros en France. Mhm. Ces 40 000 sociétés, en fait, elles siphonnent tout l'argent Ouais. des producteurs.
Je m'explique, tu as 1,4% de ces 40 000 entreprises qui font 80% du résultat final. Je répète, 1,4% des 40 000 entreprises qui prennent 80% du C'est pognon. c'est incroyable. Donc, qui sont ces entreprises? Par exemple, on va avoir les gros industriels. Alors moi, je vais me cantonner à parler du port parce que c'est ce que je connais. Mhm, Donc, si on prend l'industriel majoritaire, c'est Bigard. Bigard que tout le monde connaît avec le scandale qu'il y a eu il y a quelque temps mhm. sur les raviolis. Donc, Bigard en France possède 50% des abattoirs de porc. D'accord. Et le reste, c'est la Coperle. Alors moi, je travaille principalement avec la Coperle. Mhm. Ces gens-là sont une mafia organisée, D'accord. clairement. Comme je t'expliquais il y a 2 jours, là, quand on a discuté, on nous pique des cochons, voilà, sans raison. On nous pique des Euh, cochons, c'est-à-dire. C'est-à-dire que moi, quand j'envoie des cochons à l'abattoir, j'ai un transporteur qui vient chercher avec un camion les cochons pour les emmener. Mhm. Et donc, je dois remplir un bon d'enlèvement. Donc, sur ce bon d'enlèvement, j'indique toutes les informations importantes, c'est-à-dire mon numéro d'éleveur, le lieu d'enlèvement, le nombre de porcs que je mets à disposition, Mhm. et puis quelques autres informations pour la traçabilité, on va dire. Et le chauffeur, lui, en contrepartie, il doit remplir le bon pour vérifier que je me suis pas trompé dans les comptes, que s'identifier lui aussi pour savoir qui vient prendre les porcs et où est-ce qu'il les emmène. Voilà. Et en fait, on est raccord, nous, à chaque fois, puisque lui, moi je les compte, lui il les recompte. Et bizarrement, quand tu arrives à l'abattoir, il te manque un porc, 2 porcs. Alors quand tu les contactes, ils te disent bah non, on sait pas où il est, vous vous êtes trompé, tout ça. Donc en fait, ouais, c'est un peu hallucinant hein, tout ça. Et puis bizarrement, c'est toujours les plus gros qui disparaissent. Ouais. Alors Oui, tu veux dire au niveau ça, du poids? ouais, au niveau du poids, ouais. Mhm. Parce que nous, faut savoir qu'on a des gammes de travail. On est censé, pour des raisons de calibrage dans les abattoirs, on est censé fournir des porcs qui font un certain poids. Donc Mhm. on a une fourchette de poids. Et après, alors vous allez voir, c'est un peu hallucinant, mais on est rémunéré sur la qualité de ce qu'on produit. Enfin, la qualité théorique. Je m'explique. On parle de qualité technique. On parle pas de qualité de viande, là, de Mhm. qualité gustative ou quoi. On parle de qualité technique. C'est-à-dire que on a une gamme de poids à respecter. Donc si on est hors de la gamme, on perd des centimes au kilo. Mhm. Donc sur tout un lot, quand tu envoies 10 tonnes de porc et que tu perds 3 centimes, ça te fait un petit morceau qui te manque à la fin. Mhm. Tout est prétexte à nous enlever de l'argent. Si ton tatouage est mal fait, tu perds. Alors si c'est mal fait sur un seul cochon, tu perds de l'argent sur tout le lot. Ça, c'est abusé. Voilà, tu perds en plus de l'argent sur le porc, donc tu vas perdre 2,50 € sur le porc qui est mal tatoué, plus 3 millièmes de centimes sur tout le lot. Mhm. Donc si tu veux, on va te gratter comme ça. À chaque fois que c'est un peu hors tolérance, donc si ton cochon est un peu trop petit ou un peu trop gros, on va te piquer de l'argent. Ouais, puis il gratte un peu à Euh, gauche à droite, puis au final, ça fait un sacré trou à la fin, quoi. voilà, moi j'ai à peu près 2% de ma production qui part dans les limbes, on ne sait pas où ils Mhm. disparaissent les porcs. C'est-à-dire que tu mets tous les porcs au même endroit, ils sont déchargés, ils vont tous au même endroit, et puis tu sais pas, ça disparaît. C'est fou. Et ils sont incapables de te justifier où est-ce que ça disparaît. Donc ces gens sont donc des gros industriels qui, eux, finalement, fixent les prix. Faut savoir que nous, le porc, il est indexé sur un cadran. Nous on travaille avec le marché du porc breton. Mhm. Donc si tu vas sur Internet, là, tu tapes cours du porc, marché du porc breton, tu vas voir, il t'indique le prix au kilo. Donc D'accord. ça varie en fonction de plusieurs paramètres. Ça va varier en fonction du prix du baril de pétrole. Tu sais Mhm. pas pourquoi. Donc le prix de la viande est indexé sur le prix du baril de pétrole. C'est Voilà. fou. Ouais. C'est quoi le rapport? Ça, bah, je sais pas, j'aimerais bien savoir. Euh, mais c'est valable aussi pour le prix des céréales, c'est valable aussi pour tout ce qui est produit agricole. En fait, euh, les gros industriels parlent de minerais Mhm. quand ils parlent de la production agricole, si tu veux. D'accord. Ils parlent pas de denrées alimentaires, ils parlent pas de nourriture, ils parlent de minerais. Comme Mhm. si on parlait de minerais de fer ou de minerais de cuivre. Bref, donc je me perds un peu dans Ouais, les ouais, ouais. détails, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on est complètement tributaire de tout ce qui se passe après nous. Donc nous, en fait, aujourd'hui, on se retrouve à ne pas pouvoir fixer
le prix qu'on devrait vendre pour s'en sortir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as 75% des agriculteurs qui gagnent moins du SMIC. Hmm. Et tu en as à peu près 40% qui gagnent moins de 350 euros par mois. C'est aberrant. Je sais même pas comment vous faites en fait au final pour vivre ou vous nourrir. Bah, après, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bah, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu as une majorité de mes collègues qui sont perfusés à coups de subventions Hmm. pour pouvoir tenir. Alors nous, c'est pas le cas pour nous. Pourquoi? Parce que mon beau-père a eu l'intelligence et le courage de ne pas rentrer dans cet engrenage parce que en fait, quand t'as mis le doigt dedans, t'es pris. Parce qu'en fait, quand on te subventionne, alors on te donne de l'argent d'un côté, mais derrière, on vient exiger des choses de l'autre côté. Hmm. Et le truc, c'est que les gens qui viennent vérifier les exigences de l'État sont des technocrates qui n'ont jamais foutu un pied dans un élevage ou dans un champ et qui comprennent pas la réalité du terrain. En fait, ces gens-là sont des idéalistes complets. Ils ont aucun recul sur la réalité du terrain. Bon, on le voit au niveau politique national, hein. De toute façon, c'est des amateurs qui sont complètement déconnectés du réel, en fait. Hmm. Et donc, si je peux me permettre de donner un conseil à tous ceux qui voudraient se lancer dans l'agriculture, n'acceptez surtout pas ce pacte avec le diable, hein. Il faut absolument refuser tout ça. Alors, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, quand tu es jeune agriculteur et que tu veux te lancer, la statistique, c'est qu'en France, sorti de l'école, donc avec un bac plus 3, bac plus 5 pour monter ton entreprise agricole, en moyenne en France, sorti de l'école, les étudiants, enfin les jeunes agriculteurs s'endettent de 300 000 euros. C'est énorme. Ça, c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'on prend dedans les gens qui vont reprendre l'exploitation de leurs parents, Hmm. pour le peu qui reste, et les nouveaux qui vont se lancer dans un tout nouveau business, donc en partant du principe que c'est des gens qui n'ont pas de terre, qui n'ont pas de matériel, tout ça. Voilà. Euh, pour notre cas personnel, moi, mes beaux-parents, ça fait 32 ans qu'ils exercent. Ils ont commencé avec 2 porcs dans un champ Hmm. pour grossir progressivement. Alors, il s'agissait pas de grossir pour devenir millionnaire, hein. Il s'agissait de grossir parce que, comme je disais plus tôt, pour pouvoir Oui, bah subsister un petit peu, oui, bah pour assurer les revenus, pour s'assurer en cas de perte, oui, donc enfin, c'est normal. voilà, t'es obligé de faire du chiffre et malheureusement, vu que t'es mal rémunéré sur le prix de ton cochon, Hmm. bah, t'es obligé de faire du volume. Hmm. Ce qui entraîne pas mal de problèmes, hein, notamment le fait que des élevages soient mal conduits, puisque t'imagines bien que tout seul s'occuper de 2000 porcs, bah, il y a des fois ça se passe pas très bien. Hmm. Malgré toute la bonne volonté que tu peux y mettre, il y a des moments où ça va pas. Parce que il y a des endroits où ça tombe en panne, et puis une panne en entraînant une autre, et ben en fait, entre guillemets, le bien-être animal devient secondaire pendant quelques jours. Parce qu'il faut d'abord corriger les problèmes techniques. Oui, parce que Euh, sinon, c'est tout le cheptel qui va trinquer. exactement, tu vois. Hmm. Donc pour la petite histoire, ouais, mes beaux-parents, aujourd'hui, ils en sont, après 32 ans de carrière, à peu près 2 millions d'euros de crédit C'est dans leur ouf. carrière. 2 millions d'euros de crédit. Et à chaque fois que tu finis de rembourser un crédit, on te pond une nouvelle norme qui va te forcer à remettre 200 ou 300 000 euros sur la table. Hmm. Voilà, donc pour arriver à faire 2 millions d'euros de crédit, ils ont dû hypothéquer tout ce qu'ils avaient. Hmm. Tout ce qu'ils avaient. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où nous, on va devoir arrêter. On va devoir arrêter parce que les crédits sont pas finis de rembourser. On a eu le Covid. Hmm. Pendant le Covid, ils ont passé 2 ans sans se verser de salaire. Alors moi, je suis salarié, donc j'ai toujours été payé. Je suis payé au SMIC, évidemment. Donc moi, je fais partie de la tranche haute de la rémunération des agriculteurs. C'est quand même formidable. Je suis ouvrier et c'est moi qui gagne le plus dans l'entreprise. Je suis l'employé et je gagne le plus dans l'entreprise. Ouais. Moi, j'hallucine, hein. Personne n'accepterait ça si c'était dans un autre domaine. Hmm. Personne. Jamais le patron gagne moins que ses employés, jamais. Donc, en fait, aujourd'hui, on se retrouve à devoir arrêter l'exploitation parce qu'on n'en peut plus. On a des bâtiments qui sont vétustes. Il y a quelques années de ça, bah, juste avant le Covid, on avait voulu moderniser les infrastructures. Donc, il fallait re-signer pour 800 000 euros, pour que eux puissent aller tranquillement à la retraite, qui sera dans une dizaine d'années. Donc, tout avait été vu avec la banque, tout ça, ça rentrait à peu près dans les comptes.
Sauf que bah, aujourd'hui, c'est toujours pas fait. Ça fait 4 ans, Hmm. 5 ans que c'est pas fait. Et donc on est dans des bâtiments qui commencent à être vieux. Moi, je passe mon temps à faire des réparations, à réparer des fuites d'eau, à faire de la soudure. Enfin bref, je passe ma vie à faire de la maintenance plus qu'à m'occuper de mes animaux. Mhm. Et donc, bah là, c'est bon, on est la tête sous l'eau. La MSA, donc la mutuelle sociale agricole, euh, qui fait partie de cette mafia organisée, euh, nous demande 6 000 € là, en bilan fin 2023, tu sais pas pourquoi. 6 000 € de plus. De toute façon, il faut bien comprendre que tu as environ 43% de prélèvement de cotisation sociale pour les agriculteurs, hein. Ouais. Ouais, vous êtes C'est écrasé par les énorme, hein. charges et tout le bazar. Ouais, ouais, bah oui. Voilà, c'est énorme. T'as pas ça dans les autres domaines. Que ce soit l'industrie, les services, peu importe, t'as pas autant de cotisations sociales et de charges sociales. Ce qui en fait explique qu'aujourd'hui, t'as 2 suicides par jour en fait. Hmm. Les mecs se suicident parce que tout le monde prend une assurance vie, parce que c'est des métiers de toute façon qui sont à risque. Déjà, c'est des métiers très physiques, c'est des métiers où tu bosses 7 sur 7. Et donc les gens qui sont un peu sensés prennent des assurances vie. Et quand t'en viens à être bouffé par les crédits, bah, t'arrives à des situations de misère sociale totale. Et t'as des gars qui se suicident juste pour pas perdre tout perdre en fait. Hmm. Alors eux perdent la vie, mais leur famille, bah, c'est triste à dire, hein, mais leur famille peut tenir encore un peu quoi. C'est ouf. Moi, quand j'ai vu ces stages, je savais pas qu'elle était aussi élevée. On parle ouais, d'un suicide par jour, enfin, ou de 2 suicides par jour. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Mais c'est affolant, affolant. Bah, disons qu'il faut être solide mentalement, hein, parce que moi, bon, après le Covid, mon beau-père, il m'a dit, tu sais, Loïc, on a passé 2 ans sans se verser de salaire. J'étais pas au courant de ça. C'est J'étais pas. choqué. Mais oui, de 2 ans sans se verser de salaire. Du coup, en fait, c'est rien que je me dis, mais rien que. Du coup, je me dis que en tant qu'agriculteurs, ils arrivent à peu près à se nourrir. Parce que j'imagine qu'ils ont des potages ou des jardinages à côté, mais c'est que de la débrouille en fait. Exactement. Mais ça veut dire pas de sortie, cinéma, restaurant, vacances, enfin, j'en sais rien, juste se reposer mentalement, Bah, c'est faut bien se minimum. dire que t'as que 10% des agriculteurs qui vivent de l'agriculture, hein. C'est triste comme La stat. plupart des gars, ils ont un métier à côté. Moi, j'ai un, C'est un dingue. collègue à moi là qui est éleveur de bovins pour faire de la viande. Bah, son père qui est à la retraite, il fait tourner la boutique, quoi. Hmm, C'est-à-dire que lui travaille avec ses bêtes, travaille dans ses parcelles. Il a un peu de vigne à côté, hmm, donc il a la casquette polyculture, comme on dit. mhm. Et son père qui est à la retraite fait tourner la boutique pour vendre de la viande en direct, quoi. Ça, faut bien se dire qu'en fait, nous, on a une armée de réserve dans l'agriculture, c'est que c'est les anciens qui sont à la retraite, qui travaillent gratuitement pour aider leurs enfants, quoi. C'est aberrant. Quand tu as les enfants qui ont repris Hmm, l'exploitation agricole de leurs parents, puisqu'aujourd'hui, en oui, fait, on est en déficit d'agriculteurs. Au milieu du 19e siècle, tu avais 75% de la population qui était rurale en France, et tu avais à peu près la moitié de la population, c'est à peu près le pic, hein, la moitié de la population qui était paysanne. hmm. Aujourd'hui, on représente plus que 2% de la population. Oui, Donc en c'est fait, rien. on est à peu près 450 000 exploitants agricoles en France pour nourrir 70 millions de personnes. Et avec ça, en plus, on a une balance commerciale excédentaire en agriculture. Alors pourquoi on a une balance excédentaire commerciale? Ça, c'est un peu hallucinant. C'est-à-dire qu'en France, avec toutes les normes très élevées, les normes anti-pollution, Hmm. alors attention, il faut des normes pour travailler correctement, hein, Oui, il faut un minimum, on est d'accord. voilà. Par contre, si on met en place des normes, ça serait bien qu'on soit aidé. Parce que quand tu dois moderniser tes installations pour moins polluer, comment tu fais si tu es déjà pris par les crédits et qu'il faut remettre 100 000 ou 200 000 euros sur la table? Hmm. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Parce que là, clairement, pour nous, c'est un non-sens. Quand tu vois des mecs qui se payent pas déjà, comment tu veux qu'ils réinjectent du pognon? Quand ils sont criblés de dettes, comment tu veux qu'ils réinjectent du pognon pour faire de l'écologie? C'est difficile. Donc, malgré tout ça, on arrive à tenir. On reste une des agricultures, et je le maintiens, hein, les gens ont qu'à faire quelques recherches, je le maintiens, avec toutes les normes qu'on a en France, on est une des agricultures les plus propres du monde. Du Hmm. monde.
Pour faire plus propre que ça, faudrait faire de revenir à des structures toutes petites. Sauf que c'est pas la direction qui est prise. La direction qui est prise, on va en parler un peu plus tard hein, avec le sujet de la FNSEA, mais la direction qui est prise, c'est de grossir au maximum les exploitations. Hein. Ce qu'on voudrait faire, c'est les fermes aux 1000 vaches, hein, clairement. Hmm. Après revenir à des petites exploitations, c'est pas viable pour nourrir le pays aussi. Enfin, la production serait trop faible, non? Alors, Une question de quand base. t'es 2%, quand t'es 2% de la population à produire pour les 98 autres pourcents, Ouais. et en plus exporter pour faire du business, ça paraît un peu compliqué, effectivement. Hmm. Donc, moi, je voudrais faire passer un petit message là rapidement, c'est que si les gens euh, veulent changer les choses, qu'ils s'y mettent en fait. Hmm. Déjà, avant de critiquer, faites un potager chez vous. Si vous avez la possibilité, si vous avez un jardin, même si vous avez un balcon et que vous êtes en ville, faites pousser des tomates là. Essayez de subsister par votre production à vous, rien qu'à vous. Et je parle même pas à l'échelle d'une famille, hein. Je parle en tant qu'individu. Faites pousser vos légumes pour vous nourrir seulement vous à l'année. Et après, on va en reparler en fait. Après, on va reparler parce que euh, quand on vient nous critiquer, quand on vient faire de l'agribashing sur les réseaux là, Hmm. euh, pour nous dire que on est des, moi, on m'a dit que j'étais un nazi parce que je mettais des cochons en bâtiment, quoi. Je veux dire, j'hallucine, comme si maltraiter mes animaux allait faire que je suis rentable. Hmm. Je propose à ces gens-là de ne pas nourrir leur enfant, de leur gueuler dessus toute la journée, de leur taper dessus et de voir si leur enfant se développe bien, s'il grandit bien, s'il est bien dans sa tête et si ça n'entraîne pas de problème dans son développement. Vous allez très vite vous rendre compte que ça ne va pas fonctionner en fait. Hmm. Il y a un moment donné, si vous voulez, en fait, avec le peu de rémunération qu'on a et avec les normes qu'on a imposées, si on ne s'occupe pas bien de nos animaux, on ne tient pas 2 ans en fait dans le milieu. Donc moi, mes beaux-parents, ça fait 32 ans qu'ils sont en place. Hmm. Euh, je, j'essaye de faire de la pédagogie avec les gens que je connais, je leur fais visiter mon élevage. Et en général, je leur pose la question après, je leur demande qu'est-ce que vous en avez pensé. Parce que moi, je suis comme eux, quand je suis arrivé dans l'agriculture, j'avais plein d'a priori, tu Hmm. sais, je venais de la ville, j'étais là, ouais, c'est pas normal de mettre des cochons en intérieur, un cochon c'est fait pour être dehors, blablabla, blablabla. Et en fait, bah, quand je me suis mis à travailler dans ce milieu-là, évidemment, j'ai essayé de faire mieux. J'ai essayé de faire le maximum pour pas que mes cochons soient maltraités, tu vois. Hmm. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ça, c'était juste des préconçus, des, des préjugés que j'avais sans connaître. Et donc, quand je fais venir les potes à la maison, je leur dis, bon, honnêtement, donne-moi ton avis. Bah, ils me disent, bah, c'est pas ce que je pensais. C'est pas l'idée que je m'en faisais, parce que quand j'écoute les discours des médias, quand j'écoute les discours sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que je vais voir, je vais rentrer dans les salles et voir des cochons abattus, enfin abattus dans le sens triste, des animaux mal dans leur tête finalement. Hmm. Mais c'est pas notre but à nous, hein. Notre but c'est vraiment d'avoir des animaux dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils grossissent le plus vite possible, enfin le mieux possible en tout cas. Parce que oui, effectivement, le but c'est de les tuer pour les manger. Attention, hein, faut pas Oui. se voiler la face non plus. Je- Et puis bon, si les gens veulent s'en passer, très bien qu'ils le fassent. Euh, Par contre, j'aimerais quand même signaler aussi que dans l'agriculture, on est peut-être les plus écolos de tous les gens de France. Pourquoi? C'est très simple parce que nous, on recycle les déchets entre nous. Les déchets de l'un font le bonheur de l'autre dans l'agriculture. Par exemple, nous, on récupère les déchets de la laiterie pour nourrir nos cochons. D'accord. Nos cochons, eux, produisent des déchets, donc du lisier. Le lisier, lui, est récupéré par l'agriculteur qui va faire de la culture. Pour les envoyer sur les Pour faire... préfectures. Ah ouais, ouais, quand il y en a marre, voilà. À un moment donné, à force de faire de la merde, on récolte ce que l'on sème, j'ai envie de dire. Ouais, le pire, je crois que c'est les gars les gars des abattoirs qui ont balancé les tripes et tout sur les préfectures. Ça Ouais, doit j'ai être vu horrible. ça. Ah ouais, ça doit être vraiment dégueulasse. Parce que bon, le lisier, ça pue, mais bon, au bout de quelques jours, l'odeur passe, mais les tripes, c'est vraiment horrible. Et puis, donc nos déchets sont pris par les agriculteurs qui font des céréales, qui vont Hmm. faire du pâturage pour leurs vaches, donc pour fertiliser leurs champs.
avec un fertilisant biologique. Il Mhm. n'y a pas plus bio que les excréments, en fait. Plutôt que de mettre des phytosanitaires à base d'engrais russes, de gaz russe, pardon. Et à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, il faut de l'élevage pour pouvoir engraisser les champs. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'élevage pour pouvoir euh, fertiliser tous les champs qu'on a en France. Mhm. Et donc, on se retrouve à utiliser des intrants phytosanitaires. Alors, je ne parle pas des pesticides, hein, je parle vraiment des engrais et des fertilisants. Voilà. Donc en fait, derrière, nous, on récupère aussi les quelques déchets. Alors on utilise des céréales pour nourrir nos bêtes, mais on utilise aussi des tourteaux qui sont en fait les coques des céréales pour nourrir nos bêtes. Donc en fait, si vous voulez, on est en cercle fermé. Les déchets des uns font Ouais. de la matière première pour les autres. Et en plus de ça, j'ai vu un travers qui, moi, m'a toujours marqué chez les agriculteurs, c'est qu'ils ne jettent rien, ces gars-là. Franchement, hein, ils ont tout un tas d'endroits, parce qu'en général, c'est des fermes, des grands terrains, et ils ont tous des hangars avec des trucs qui pourrissent à l'intérieur. Mhm. Alors quand tu leur demandes, ils vont te dire, ouais, mais attends, ça c'est une vis que j'ai récupérée il y a 20 ans Oui, qui c'est ça. pourra toujours me servir. Tu vois, genre, quand on peut, on recycle nos métaux pour faire un peu d'argent, parce que on accumule des ressources, mais quand ça Mais tombe en panne, clairement, on les met de côté. Ouais. non, non, mais clairement, les gens se rendent pas compte, en fait, surtout, et surtout les écolos, tu sais, les gens comme Sandrine Rousseau, les écolos à deux balles, qui vont dire oui, les agriculteurs, c'est pas les premiers écologistes non plus, mais c'est pas leur métier non plus, enfin, c'est pas leur but non plus d'être ultra écolo. Et même, en fait, quand tu poses le nez dedans, tu te rends compte qu'ils sont beaucoup plus écolos que la totalité d'entre vous. C'est c'est- c'est ça Ah bah oui. qui est juste aberrant d'hypocrisie et de bêtise, en fait. C'est plus de la bêtise, hein. Je me dis, parce qu'ils ils connaissent pas, ils Non, sont dans c'est de leur tour d'ivoire. l'idéalisme. Ouais, c'est de C'est l'idéalisme, ils sont vraiment dans de leur tour d'ivoire. l'idéalisme. En fait, ces gens-là sont déconnectés de ce qui se passe. En fait, il faut bien savoir que nous, on vit sur les terres qu'on cultive. Donc, il y a un Hum, moment donné, la nature, c'est notre domaine, en fait. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des choses à améliorer, évidemment. Mais vous savez que si on pouvait se passer de mettre de faire des fermes de 2000 porcs, on le ferait. hum, C'est-à-dire que si on payait 10 fois le prix de la viande aujourd'hui, nous, on aurait 10 fois moins de bêtes pour vivre hum. correctement. Voilà. Sauf que aujourd'hui, quand on vend un cochon à 2 euros le kilo, alors faut bien se rendre compte qu'en plus le cochon qu'on vend sur pied qui fait 120 kilos, on vend pas le cochon sur pied, on vend la carcasse. Hum. C'est-à-dire que c'est l'abattoir qui enlève la tête et les tripes pour les recycler en plus, parce que derrière les têtes ça va partir pour faire de la bouffe pour les animaux de compagnie, les chiens, les chats, etc. Et les tripes, ils vont s'en servir pour faire de la saucisse, pour faire de l'andouillette, qui est très très fortement valorisée. Je veux dire, l'andouillette, c'est 25 ou 30 euros le kilo, même vendu dans le commerce, hein. Je veux dire, Hum. c'est pour des boyaux, hein. Ouais, c'est presque devenu un produit de luxe. Voilà. Donc nous, sur un cochon de 120 kilos, on nous paye la carcasse, qui représente 95 kilos, donc il y a à peu près 20% de perte. Hum. Donc nous, on est payé 2 euros le kilo sur une carcasse d'animal. Donc en fait, si vous voulez, on n'est pas rémunéré à la juste valeur de ce qu'on fait, sachant qu'on bosse 7 sur 7. On n'a pas de retraite non plus. Point sur la retraite rapide. La retraite agricole, c'est 15 milliards d'euros. Il y en a 3 qui viennent des cotisations sociales payées par les agriculteurs, 7 milliards d'euros qui viennent de l'État et 5 de la sécurité sociale. Hum. Donc tous les chiffres que je vous ai donnés jusqu'à présent, c'est des chiffres qui viennent du SAMU social agricole. Je vous renvoie d'ailleurs sur quelques vidéos d'internet. Vous avez sur la chaîne de Greg Tabibian, je suis pas content. Hum. Il a fait un pas content avec Tabibian avec un agriculteur dont j'ai oublié le nom là, qui est très instructif. Ça dure un peu moins d'1 heure la vidéo. J'invite tout le monde à regarder cette vidéo parce que lui en parle bien mieux que moi. C'est un gars du SAMU social agricole justement. Et je vous invite aussi à regarder les vidéos qui ont été faites sur l'agroalimentaire par Thinkerview, la chaîne Thinkerview. Voilà. Donc là, c'est des vidéos un peu plus longues qui durent 2 à 3 heures. Et on voit un mec qui nous parle de l'envers Comment du décor l'État appuie. de l'agroalimentaire et c'est à faire froid dans le dos. Hum. Les assassins sont là, hein. Les assassins sont pas dans les champs. Voilà. Nous, on vient nous casser les couilles avec le glyphosate et les engrais et les pesticides, mais les gars, réveillez-vous, hein. Euh, déjà, ça coûte très cher. Moi, combien de fois j'ai vu sur Internet, de toute façon, dans les élevages, les animaux sont élevés aux antibiotiques. Mhm. Un flacon de 500 millilitres d'antibiotiques que moi je vais utiliser ponctuellement, ça coûte 250 euros.
J'ai commandé des vaccins pour mes porcs, là, pour 10 flacons, pour 500 millilitres, non, pour 1 litre de vaccin, donc 10 flacons de 100 millilitres, 1 300 €. C'est C'est une aberrant. dose, et je mets une dose de 2 millilitres par porc. Ouais. Et enfin, Bon. ça leur sert à quoi? Ils ont mal au crâne? Enfin, Non, alors nous, bah, vu qu'on fait de l'élevage en bâtiment, évidemment, les cochons étant les uns avec les autres dans des salles fermées, alors il y a des ventilations, tout ça, machin, Ouais. mais évidemment, s'il y a un germe qui se met dans l'élevage, euh, ça fait une épidémie qui se répand à vitesse grand V dans tout D'accord. l'élevage, quoi. Ok, ok. D'ailleurs, il y a quelques années, pour l'anecdote, on avait eu une épidémie de rhinite chez nous. Donc, la rhinite, c'est quoi? C'est deux Je connais. bactéries qui se logent dans le nez des porcs, qui est Ouais, pas je du connais. tout dangereuse pour l'animal, hein, et ouais, qui est pas non plus dangereuse pour l'homme à la consommation, mais qui est gênant pour le cochon. C'est-à-dire que le cochon va passer son temps à éternuer, et puis bon, en fait, c'est deux bactéries qui se logent dans les parois nasales et qui vont ronger progressivement la paroi nasale. Mhm. Donc pour l'animal, c'est gênant. Il passe sa journée à éternuer, tout ça, donc c'est très désagréable pour lui. Mhm. Et donc on a dû traiter l'élevage. Et en fait, ça a commencé avec une bande qui arrivait à la maison. Et en fait, j'ai répandu, moi-même, je suis le seul vecteur qui passe de salle en salle. C'est moi qui ai répandu l'épidémie à tout l'élevage. Mhm. Ça a mis plus de 6 mois à s'en débarrasser. Donc, si vous voulez, quand c'est une maladie qui est un peu, qui est mortelle pour l'animal, donc par exemple le mycoplasme ou le rouget, euh, on fait des traitements préventifs. Et donc, le seul traitement préventif qui existe et qui est fiable, c'est le vaccin. D'accord. Donc, moi, je vaccine mes porcs une seule fois, ça suffit. Et je n'utilise pas d'antibiotiques. Mhm. À part cas particulier d'un cochon qui va se choper une arthrite ou qui va se foutre une patte à un endroit qu'il n'aurait pas fallu et qui va se faire une écorchure qui va tourner en panarie. Donc j'ai le choix, soit j'euthanasie mon porc, soit je lui mets une dose d'antibiotiques, je le pique 2 fois en 48 heures. Et après, basta, l'infection elle a disparu et c'est tout, quoi. Mhm. Donc, faut arrêter les légendes urbaines qui disent que les éleveurs mettent du phytosanitaire dans leurs élevages pour le plaisir. Alors, moi, je parle que du porc. Pour les élevages de volailles, je ne sais pas comment ça se passe. Pour les élevages de bovins, ils sont globalement comme dans le porc. C'est-à-dire que on utilise des traitements ponctuels en curatif. Et sinon, c'est du vaccin. Ou alors, on va utiliser des minéraux dans l'aliment pour faire du préventif. Donc ça rentre aussi dans la catégorie des phytosanitaires. Tu vas rajouter un peu de calcium, un peu de magnésium pour que le cochon soit en meilleure santé, qu'il ait moins de faiblesse immunitaire. Mais c'est tout, basta, ça s'arrête là en fait. Euh, à savoir aussi qu'on nous impose des choses, notamment on nous bassine avec le bien-être animal. Donc faut savoir qu'aujourd'hui on castre les porcs, mais c'est pas pour le plaisir de les castrer, hein. Euh, non, mais sérieux, je vais le dire une fois pour toutes parce que moi ça me gonfle quand j'entends ça. Comme si on prenait plaisir à couper les couilles d'un porc. Mais redescendez sur terre. Déjà, nous, ça nous emmerde parce que c'est beaucoup de travail. Et deuxièmement, on n'a pas envie d'attraper un cochon, de le faire gueuler, parce que dès qu'on les attrape, ils gueulent, parce qu'ils ont peur. Même si on fait ça entre 3, alors la loi nous dit entre 3 et 5 jours d'âge, 3 et 8 jours d'âge, parce qu'en fait, à la naissance, les terminaisons nerveuses sont pas connectées au cerveau, D'accord. ce qui fait que tu peux charcuter ton cochon euh, Et il sent rien, quoi. sans qu'il ait mal, voilà. Mhm. Par contre, passé 8 jours d'âge, effectivement, là, il faudrait utiliser un anesthésiant et tout, sauf que les anesthésiants sont interdits dans l'élevage. Donc, en fait, on fait ça à une période bien précise. Et derrière, en fait, on fait ça parce que tu as 10% des consommateurs qui sentent la différence entre un cochon castré et pas castré. Ah Donc ouais? en fait, c'est l'industrie, ouais, ouais, c'est l'industrie agroalimentaire qui nous impose de castrer les porcs. Et derrière, tu as l'Europe qui vient te foutre des normes en te disant vous ne devez plus castrer les porcs, sinon c'est l'éleveur qui prend une amende. Donc d'un côté, tu as ton client qui te dit fais-le, et de l'autre côté, tu as l'appareil normatif qui te dit ne le fais pas, sinon je te fous une amende. Et c'est pas une petite amende, hein. T'as des amendes à 15 000, 20 000, 30 000 euros. D'accord. Mais je savais pas que ça changeait Je- le goût. Ça je- change le goût? non, mais t'as 10% enfin, je crois que c'est 13% des consommateurs qui sentent la différence. Bon, toi, vu que t'as pas de pif, tu vas rien sentir. Moi, perso, je sens pas la différence. Sachant qu'en plus, le porc, il commence à avoir ses hormones qu'il travaille à 6 mois, autour des 6 mois. D'accord.
Et en fait, les porcs sont abattus en France à l'âge de 6 mois. Donc c'est vraiment du préventif en fait ce qu'ils font là. Hmm. Donc, et en plus de ça, faut bien se dire que un cochon qui est castré, il va faire plus de gras et que nous, si on produit un cochon qui est trop gras, on est pénalisé sur le prix du cochon. Parce Hmm. qu'en fait, aujourd'hui, le consommateur, il veut plus de gras dans son assiette, il veut que de la viande. Hmm. Parce que le gras, c'est pas bon, blablabla. En fait, le gras, c'est ce qui donne le goût à la viande, hein, déjà, je le dis. Et en plus de ça, on a travaillé les races de porc pour qu'elles soient le moins grasses possible. Hmm. Moi, aujourd'hui, j'ai des animaux qui prennent jusqu'à 2 kilos par jour de masse C'est musculaire. énorme. C'est énorme, c'est énorme. J'aimerais bien. Na- 2 kilos par jour de masse musculaire, c'est énorme. C'est Ouais, incroyable. c'est un animal qui pousse très 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 fort. Ouais, bah ouais. En fait, c'est pas de chance pour lui, hein, parce que clairement, si l'animal se prêtait pas à être mis en bâtiment, on le ferait pas. Hmm. Mais il est tellement performant quand on le met dans un bâtiment. Alors là, je parle d'un point de vue technique. Hmm. Les gens vont peut-être trouver le discours un peu déshumanisé, mais il y a un moment donné, c'est le cas, hein. Hmm. Quand l'animal, vous le mettez dehors, il perd du poids parce que en dessous de 17 degrés, il perd du poids, le cochon. Ou alors, faut le surnourrir pour l'engraisser, c'est Hmm. pas tenable. Donc nous, on le met dans les salles, comme ça, il est à l'abri du froid, à l'abri du soleil, parce qu'un cochon, ça prend des coups de soleil. Un cochon, ça ne transpire pas, c'est pour ça qu'ils ont la réputation d'être sales. C'est que quand tu les mets dehors en plein été, il faut leur foutre de l'eau et de l'argile pour qu'ils puissent se rouler dedans, Hmm. pour se protéger du soleil et des parasites. Bref, il y a tout un tas d'intérêts à mettre un animal en intérieur. D'ailleurs, euh, des gens qui nous font la morale vont avoir des chats en appartement Oui, et oui, jamais oui. les laisser sortir, tu sais. Enfin, je veux dire, à un moment donné, soyons réalistes. Hmm. Voilà. Donc je me suis un peu éparpillé. J'aimerais, Non, vas-y, si, si recentre-toi, y on a a pas le de temps, souci. j'aimerais parler un peu de la deuxième mafia Oui. qui nous plombe. Donc on a parlé de la mafia des abattoirs Hmm. et des gros industriels agroalimentaires. Euh, Maintenant, j'aimerais parler un peu de la FNSEA. Oui. Alors, la FNSEA, donc c'est le syndicat majoritaire en agriculture, qui ne représente que un quart des agriculteurs, hein, français. Euh, ah, Ah, il y a que un quart des agriculteurs qui sont ouais, syndiqués. Enfin, c'est ça, c'est syndiqué à la FNSEA, en fait. mm, D'accord. c'est ça. Ok, ok. Hmm. Euh, Ah merde, attends, j'ai un problème de réseau. Vas-y, vas-y, Bref. tranquille. Ouais, donc tu as à peu près un quart des agriculteurs qui sont licenciés à la FNSEA. Donc en fait, le problème de la FNSEA, déjà, c'est que c'est un syndicat qui se veut représenter toute l'agriculture. Donc ils vont aussi bien représenter très gros céréalier de la Beauce qui a 1000 hectares que le gars qui a 30 vaches Hmm. dans la campagne profonde, tu vois. Donc on va dire que ces deux types de profils d'agriculteurs ont des intérêts divergents, Hmm. évidemment. Et ça, j'en reparlerai un peu quand je parlerai de la PAC après. Voilà, donc la FNSEA, en fait, il y a un petit problème avec ces gens-là, parce que depuis les années 60, c'est eux qui gèrent la distribution des terres agricoles, D'accord. via des commissions structures, on appelle ça. Donc ça, c'est à l'échelle régionale ou à l'échelle locale. Donc en fait, c'est une cogestion avec l'État, et donc ces gens-là gèrent la répartition des terres agricoles. Tranquillou bilou. Donc c'est un juste comme ça pour la petite histoire, hein, le directeur général de la FNSEA se verse plus de 13 000 euros par mois brut. Son adjoint se verse environ 9 000 euros par mois brut. Voilà. Et c'est des gens qui sont plutôt à défendre les gros que les petits. Faut bien comprendre ça. Hmm. Hmm. Euh, donc voilà, donc on a un petit peu un conflit d'intérêts en fait avec ces gens qui ne représentent qu'eux-mêmes. Hmm. Mais j'ai envie de dire, c'est pas étonnant, hein. On est habitué à ça avec nos politiciens déjà, et puis en fait c'est comme si on prenait le Medef pour défendre les patrons français, quoi, tu vois. Hmm. Le Medef ne défend que les gros patrons, il ne défend pas le petit Ouais, patron clairement. qui a sa petite société, quoi. Donc on a un petit peu un grief avec ces gens-là. D'ailleurs, si tu écoutes les collègues qui sont en train de manifester en ce moment, ils vont te dire, Sire, ouvrez, j'en ai gros. Hmm. J'en ai gros avec ces gens-là. Ouais, Voilà, totalement, il donc y en a beaucoup, ouais, il y en a beaucoup. J'ai vu que, ouais, ouais, qui critiquent la FNSEA, soit ils en parlent pas, soit c'est pour les critiquer.
et il y a très très peu de soutien même qui viennent de ces gens-là. Et j'avais vu, je crois que c'était des représentants de la FNSEA qui essayaient justement de soutenir les agriculteurs et tout, mais il n'y avait pas trop d'écho. C'est assez bizarre d'ailleurs. Je me dis, c'est quand même bizarre qu'on les laisse de côté. Alors Bah, que si tu veux, quand t'as quand t'as les cadres dirigeants de la FNSEA qui, eux, te font un discours de te dire mais vous savez, à l'étranger, ils ont des fermes de 4000 vaches et ça fonctionne très bien. En fait, ils sont pas du tout pour une agriculture à petite échelle et éco-responsable. Ces oui, gens-là bah, sont pour la démocratisation des grosses structures. oui, ils veulent que Et ça rapporte quoi. voilà. Hmm. C'est pour ça que je dis que c'est une mafia organisée, parce que quand tu es en cogestion avec l'État pour la distribution des terres agricoles, Hmm. et que en plus de ça, tu te permets de rémunérer tes cadres dirigeants, alors moi j'ai aucun problème avec les gens qui gagnent beaucoup d'argent, je m'en fous si vous voulez. Le seul problème... Roman, je suis en train de discuter. Le seul problème que j'ai, c'est que ils se prétendent défendre tout le monde, et en fait ils ne défendent qu'eux-mêmes. Hmm. Ouais, bah c'est un peu près le même parallèle avec la CGT où ils défendent qu'eux-mêmes. Au final, t'as l'impression à la fin, c'est infernal. C'est infernal. Ben oui. Et donc, pour le sujet suivant, j'aimerais parler de la troisième mafia à laquelle nous sommes confrontés, nous, pauvres petits agriculteurs. Hmm. C'est la PAC. Donc, la La PAC, fin. peut-être que tout le monde n'en a pas entendu parler, c'est la politique agricole commune. Donc, à la base, ça part d'un bon sentiment, sauf que dès le départ, les dés étaient pipés. Donc, la PAC a été créée en 1972, je crois, un truc comme ça. Je suis en train de regarder en 62. Ouais, pas loin. 62? Ah ouais, 62, pardon. Bon, Je ça me va, hein. mélange d'une dizaine. Entre 62 ou 72, après, c'est pas spécialement important. Ouais, puis tu sais, moi je suis un compte paysan, je sais pas compter. Euh, donc, il y a un petit problème avec la PAC, c'est que comment est calculée la PAC? Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi je dis que dès le début les dés étaient pipés, c'est parce que on a donc la PAC en fait, pour expliquer un peu ce que c'est que on va prendre des cotisations aux agriculteurs pour mutualiser les fonds Mais à et l'échelle européenne, redistribuer. c'est Alors ça. oui, c'est à l'échelle C'est ça, européenne. faut que les gens comprennent, c'est pas que la France qui prend ça puis redistribue au sein de la France, c'est tous les pays fournissent dans cette trésorerie, en fait. Tous les pays Exactement. de l'Europe. Exactement. Et donc la PAC, en fait, ce qu'elle... Comment dire? L'effet... alors, pardon, excusez-moi. Oui, 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 tranquille. La France donne depuis ces 2 dernières décennies, je crois que c'était assez stable, Hum, la France donne 20 milliards à l'Europe pour hum, n'en récupérer que 9 milliards pour les agriculteurs français. mhm. Alors là, on pourrait se dire, oui, bon, si ça peut favoriser les agriculteurs des autres pays, pourquoi pas? Oui, sauf que en fait, les normes sont pas imposées à tout le monde de la même manière, déjà. Mais en plus de ça, il y a un truc qui fonctionne pas dans la PAC, c'est que comment est calculée la redistribution du butin? Hum. En fait, elle s'est basée sur les rendements à l'hectare des terres D'accord. sans limite de taille. Donc je m'explique. Hum, Basé sur les rendements, c'est-à-dire que on va faire une moyenne de rendement à l'hectare sur à l'échelle du pays, par exemple. Donc ça c'est une connerie, hein, parce que quand tu prends des terres qui sont très productives, donc je parlais des céréaliers de la Beauce qui ont des bonnes terres bien productives pour faire de la céréale, et que les mecs ils vont sortir 15 quintaux à l'hectare, qui sont donc là c'est hyper productif on va dire, comparé au mec des Pyrénées qui va mettre ses moutons en pâturage et qui va faire de l'herbe et qui va avoir un rendement à l'hectare très très hum. faible, et bien en fait, plus tu as des rendements élevés à l'hectare, plus tu as de subventions. D'accord. Donc pour les gens un peu lents du cerveau, là, normalement ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire que plus tu as des terres productives, moins tu devrais recevoir de subventions, puisque déjà tes terres sont productives et donc déjà tu produis beaucoup, ce qui permet d'être mieux rémunéré. Normalement, on devrait donner plus à ceux qui ne sont pas, qui ont des terres moins productives. Bah là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas de limite de taille là-dedans. C'est-à-dire que le mec qui a 3000 hectares, bah plus il a d'hectares, plus il va toucher de subventions. Ouais, je vois.
Donc, ce qui nous mène à aujourd'hui, alors en Europe, alors maintenant que l'Angleterre est sortie de l'Europe, c'est un peu moins vrai ce que je vais dire, mais jusqu'à très récemment, la personne qui touchait le plus d'argent avec la PAC, c'était la couronne royale d'Angleterre. Ouais, parce que c'est elle qui avait le plus de terre, quoi. Parce que c'est elle qui avait le plus de terres. Et en France, c'est notre bon Albert de Monaco qui récupère sa part du butin. Hmm. Donc en fait, c'est toujours pareil, c'est encore une histoire. Donc si vous prenez ce que je vous dis là en prenant ce que je vous ai dit avant avec la FNSEA qui pousse à avoir des grosses structures et qui va distribuer les terres à ses petits copains qui sont déjà des gros, vous comprenez pourquoi je parle de mafia organisée en fait. Hmm. C'est-à-dire que quand c'est toi qui décides de donner les terres à l'un et à l'autre et que en plus de ça, t'as l'État qui t'appuie. Et que en plus de ça, tu t'arranges pour récupérer les meilleures terres, les plus productives, et accumuler de plus en plus de terrain pour récupérer des sous de la PAC en ayant un minimum de prélèvements sociaux parce que tu es capable de faire de l'optimisation fiscale, et bien en fait tu te retrouves où toi tu es le petit agriculteur qui est dans la merde en fait, qui croule sous les emprunts et les dettes parce que tous les autres au-dessus se gavent. Hmm. Donc vous comprenez pourquoi aujourd'hui les gars ils sont dehors là à bloquer toutes les autoroutes. Alors je suis désolé pour tous les gens qui vont travailler, qui se sentent pas concernés par ça, mais dites-vous bien qu'on est en train de perdre notre souveraineté alimentaire. Hmm. Aujourd'hui, après des décennies à tenir à bout de bras euh, un des pôles les plus rentables du pays, hein, parce qu'il Hmm. faut bien se rendre compte aussi que la France n'a plus rien, il n'y a plus d'industrie en France. Nos dirigeants veulent faire de notre pays un pays de service, mais on est en train de niquer le nucléaire. Enfin, ils ont détruit EDF, ils ont détruit Alstom. Et là, je parle spécifiquement de Macron. Hmm. Euh, Macron qui a participé à la destruction d'Alstom, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a revendu Alstom aux Américains et qu'on est tributaire des Américains pour la maintenance de nos centrales nucléaires. Je- 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 Donc, on est en train de perdre notre souveraineté énergétique, on est en train de perdre notre souveraineté alimentaire, on perd notre souveraineté dans tous les domaines en fait. Et dites-vous bien un truc, donc je voudrais quand même signaler aux auditeurs que la démocratie, l'agriculture est le socle de la démocratie, hein. Ah bon. Dites-vous bien que dans une décennie ou deux, vous allez être dans la situation des agriculteurs là. Et que quand vous auriez plus rien à perdre, quand on vous aura enlevé le pain de la bouche, vous en serez rendu comme nous à aller foutre du lisier sur les préfectures. Et je pense même qu'il y aura plus de violence, parce que quand il y aura un nombre plus élevé de personnes dans la rue, ça va devenir très violent. On va dire que là, aujourd'hui, avec le peu d'agriculteurs qu'il y a dans les rues, on arrive à se contenir. On est en colère, mais on arrive à faire attention à ce qu'on fait, parce Hmm. que notre but, c'est de faire passer le message, c'est pas d'agresser, c'est pas de tuer. Mais quand il y aura des gens plus extrêmes qui vont se greffer dans tous ces mouvements sociaux, ça va dégénérer. On peut repenser à l'exemple des Gilets jaunes avec les gars qui ont défoncé la porte du ministère à coups de Fenwick. Hmm. Je veux dire, jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller tout ça? Donc attention, parce que quand on n'y aura plus à manger dans les assiettes, là, vous n'aurez plus rien à perdre non plus. Hmm. Et moi, en fait, je me retrouve là, en fin d'année, moi, je vais arrêter l'agriculture. Ouais. Parce que ça fait 5 ans et demi que j'ai pas pris un week-end, que ça fait 5 ans et demi que j'ai pas pris de vacances. Hmm. J'en peux plus, je suis rincé, je suis lessivé. Euh, et j'ai hâte, en fait, j'ai hâte que les gens crèvent la faim. Ouais, C'est pour que méchant ça ce que pète, je dis, quoi. hein. Oui, Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ouais. pour vraiment pour les mettre au pied du mur et puis qu'ils se bougent, quoi, pour de bon, pour que ça crève l'abcès au bout d'un moment, que ça se bouge. Mais du coup, moi je le ressens. Le truc, c'est que là, cette crise d'agriculteurs en France, elle est à l'échelle européenne. Et j'ai jamais vu autant de pays où les agriculteurs hurlent en même temps, en fait. Que ce soit en Pologne, en Finlande, en Angleterre, en Allemagne. C'est assez impressionnant. C'est vraiment assez impressionnant. Oui, parce que la mafia, elle est européenne, elle est pas. En Bah, c'est fait, ça. si on veut comprendre les choses, c'est que quand vous êtes un industriel agroalimentaire comme Bigard, en fait, vous ne faites pas. Votre marge, elle est principalement faite sur les exportations. Hmm.
C'est-à-dire qu'en fait, on marche un peu sur la tête parce qu'aujourd'hui en France, on produit de la céréale de qualité, par exemple. Alors les gens vont gueuler en disant ouais, mais principalement ça sert à nourrir le bétail. Oui, mais ça sert même pas à nourrir le bétail français en fait. Les gens vont exporter la céréale française qui est très chère parce qu'avec un haut niveau de qualité, et là je parle en teneur en matière grasse et en protéines dans les céréales, on fait de la céréale de très bonne qualité en France. On va Mhm. l'exporter pour la vendre très cher à l'étranger et importer de la céréale de merde pour nourrir les Français et le bétail. Ouais, c'est quand même abusé. Pareil pour la viande, on a plus de 50% du poulet aujourd'hui qui est importé. Mm. Ça, c'est un truc. Euh, J'ai entendu parler là du poulet d'Ukraine ou tout simplement du lait de Nouvelle-Zélande. Mais à quel moment c'est rentable et écologique que de le faire à côté de chez nous? C'est qu'il y a un problème quelque part, on marche quand même sur la tête. C'est quand même c'est hallucinant. parce que je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, hein, mais le prix du pétrole est pas assez élevé en fait. Hmm. C'est-à-dire que si demain tu dis aux transporteurs que en fait leur coût va exploser en transport, bah, peut-être qu'ils auront la flemme d'aller faire 3000 bornes en camion pour aller chercher des denrées alimentaires. Mais c'est ça le truc, c'est ouf. Aujourd'hui, tu as un tiers des camions qui transportent des denrées alimentaires en France. Un tiers des camions. Si demain t'enlevais ce tiers des camions, alors déjà t'aurais toutes les villes qui crèveraient de faim. Parce que nous, à la campagne, on est résilient, hein, faut bien se dire ça, hein. Moi, j'ai pas besoin de l'industrie agroalimentaire pour survivre. Hmm. Alors bien évidemment, comme tout le monde, je vais faire mes courses. Évidemment. Par contre, c'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive à tenir entre nous, c'est parce que on s'échange les denrées alimentaires entre nous. Hmm. T'en as un qui va produire des légumes, t'en as un autre qui va produire de la viande, t'en as un autre qui va produire du lait. Alors, sachant qu'en plus, t'as même pas le droit d'aller acheter ton lait chez l'éleveur directement, c'est interdit ça. Ça, c'est interdit par la loi française, Ça, pour des raisons pareil. sanitaires. Ouais. On comprend pas qu'on puisse pas, enfin, qu'ils soient pas libres de vendre un peu comme ils veulent. Ils sont obligés de vendre C'est pour des raisons sanitaires. Ouais, Toi, t'as pas le droit de, si t'as des poules à la maison, t'as pas le droit de tuer ta poule pour la bouffer. T'es ça censé c'est l'emmener ouf. à l'abattoir, payer l'abattoir. Encore une fois, on retombe dans la mafia organisée, hein. Non, mais c'est ça. Payer l'abattoir pour te tuer ton animal. Et en plus de ça, moi je te le dis par expérience, quand t'emmènes un poulet fermier dans un abattoir où ils font du poulet industriel, tu récupères pas ton poulet fermier en fait. Tu récupères du poulet industriel dégueulasse, Ouais, entre guillemets dégueulasse, attention. Mais par rapport à mais ton poulet fermier, on va dire que la qualité n'est pas la même. je trouve ça abusé. Je trouve ça abusé. C'est comme les distilleries, hein, ils ont interdit partout les distilleries d'alcool en France, je crois. Ouais. En Serbie, il y en a encore un petit peu, mais ça commence à disparaître aussi. Mais tu dis, tu peux même pas produire tes propres produits en fait. T'es obligé de passer par des structures complètement hallucinantes et aberrantes. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Je crois que j'avais vu, alors je me rappelle plus, hein, je peux peut-être dire des conneries, mais il me semble qu'il y avait quelqu'un qui avait eu des problèmes parce qu'il avait acheté une poule pour avoir des œufs chez lui frais, et je crois qu'il avait eu des problèmes parce c'était pas bien. Enfin, il devait pas. Il devait pas. Mais je peux me tromper parce que c'était il y a longtemps, ce fait divers. Mais en gros, Bah, et comment ça, c'est tu peux même pas possible. avoir une poule pour avoir des œufs frais chez toi? Enfin, c'est. Alors dis-toi juste aussi, en plus maintenant, quand tu as un certain nombre de poules, pour des raisons sanitaires, tu es obligé de déclarer un cheptel. Donc en fait, quand tu déclares un cheptel, tu payes évidemment Oui, une évidemment, patente à l'État. c'est ça, ça engage plein d'autres bricoles. Et la raison officielle, c'était pour le contrôle de la grippe aviaire. Hmm. Je rappelle quand même aux auditeurs que l'année dernière, on a exécuté en préventif des millions de poules, de canards, d'oies en France pour du préventif. C'était des animaux qui étaient tout à fait sains. Ça, c'est ouf. Et on a exécuté ces animaux alors qu'on nous rabâche qu'il faut pas gâcher. On nous rabâche qu'il faut faire. Ah, il est parti. Il est mort. Ou c'est moi. C'est moi? Allô? Ah, désolé, ça coupe. J'ai Ouais, un pas de problème de souci. réseau, là. Ah, Pas de c'est la souci. campagne, désolé. Pas de souci. Et donc on nous rabâche qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Je vais couper ta cam peut-être, ça Ouais, aidera. gagne du bitrate. Comment je le fais? Attends, attends, je vais la couper. Ah ouais, je veux bien, s'il te plaît, excuse-moi. Je vais la couper. Voilà. Ouais, merci. Et c'est pas que t'es pas beau, hein, mais... Donc en fait, on se retrouve voilà, à marcher sur la tête un petit peu, puisque Mhm. ces gens-là sont des idéalistes, ils ont aucun pied dans le réel, aucun pied dans le réel. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils racontent, ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Et quand je dis ces gens-là, je parle des politiciens. Mhm.
Je parle des gens extrêmes dans leur manière de voir les choses. On s'est américanisé au point de tout voir en blanc et en noir. La France était un pays où on voyait le monde Hmm. en nuances de gris. Et aujourd'hui, après 20 ou 30 ans d'hégémonie culturelle américaine et de politique ultralibérale, on se retrouve je sais pas, à retourner au Moyen Âge, à ne plus avoir de nuances dans notre approche des choses. Euh, on le voit bien avec comment dire, certains sujets comme l'immigration et tout, tu vois, Hmm. les gens, tu peux pas dire, ça serait bien qu'on encadre un peu le truc pour éviter que ça soit la merde dans les années à venir, et tout de suite t'es un facho. Ah, t'es un Moi facho, je te dis, raciste et tout. Le ouais, pire, c'est que t'as des gens de gauche, même extrême gauche, qui tiennent ce genre de discours à peu près pareil, qui voient bien la problématique qu'il faut un peu de protection, on peut pas. Tout ça. Et eux-mêmes sont traités d'ultra extrême droite facho raciste. Enfin, c'est débile. C'est débile. alors en plus, moi à titre personnel, je suis plutôt de gauche. Mhm. Euh, et, euh, et pour autant, je suis contre l'immigration telle qu'elle est gérée aujourd'hui. Mhm. C'est-à-dire que si c'est pour faire venir des centaines de milliers de personnes et les laisser crever dans la rue, Bah, c'est ça, ça sert à rien. biberonner à coups de subventions de l'État, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens Ou en le... fait. Bah, c'est Moi, ça. si on accueille des gens, c'est dignement. Bah, c'est ça. Si je te fais venir chez moi pour bouffer, je te fais pas bouffer dans la gamelle du Parce clébard. que c'est ça le truc, c'est qu'ils les font rentrer et après ils font quoi? Ils les lâchent dans la rue, à part être SDF, travailler au noir, faire des larcins, de la délinquance, des vols pour s'en sortir et survivre. Ça sert à quoi? C'est quoi le perspective de vie qu'ils leur offrent? C'est inhumain. Je trouve ça inhumain, quoi. Enfin, bref. Ouais. C'est un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, si tu accueilles des gens, tu le fais correctement. Sauf que on est dans le en même temps macronien. En même temps, il faut de la main-d'œuvre pas chère. En même temps, voilà. Et en même temps, t'as qu'à crever la gueule ouverte, on s'en fout, quoi. Et du coup, Et c'est. ouais. Ouais, Vas-y, vas-y. finis. Vas-y, finis. Non, bah du coup, moi, je rapproche ça au cas des agriculteurs. C'est-à-dire Mhm. qu'aujourd'hui, on nous demande on nous dit, faites bien votre boulot, puis on n'arrive pas à en vivre. Et en plus de ça, on est biberonné aux subventions. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Euh, il y a un moment donné, il faut changer de paradigme. Alors bien évidemment, l'agriculture aujourd'hui, elle est à transformer. Moi, je veux plus faire d'agriculture intensive. C'est n'importe quoi. Déjà de un pour la santé de ma personne. J'en peux plus de bosser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et t'as à quête que quand t'es malade, t'as intérêt d'aller au charbon. Il faut vraiment te casser une jambe pour pas pouvoir aller bosser. Et même avec une jambe cassée, on te pose un plâtre et t'y retournes. Oui, Parce c'est qu'il y a pas personne le. pour nous remplacer. Et puis les animaux n'attendent pas. C'est tout, C'est tout moi, juste pour simplement. ma petite expérience personnelle, tu sais, moi je suis administrateur système et réseau, Ouais. donc c'est vraiment dans le tertiaire. Et quand je voyais des assistantes ou des secrétaires qui disent «Ah, je peux pas venir au boulot aujourd'hui, j'ai mal au crâne, j'ai le nez bouché, je me sens pas bien». Ah ouais, ah, putain la vache. Et toi, t'as Ouais, bah, 39, des fois t'as 39 de fièvre et tu vas quand même au boulot parce qu'il faut que ça avance, quoi, le ouais, machin. ouais. C'est aberrant. À nous, faut vraiment qu'on soit couché. Moi, je me suis arrêté peut-être 2 ou 3 fois. Il y a une fois, je m'étais blessé au doigt, je me suis éclaté un ongle en cassant un mur avec la masse. Je me Hum, suis éclaté l'ongle. J'ai pas trop bossé parce que je voulais pas choper une infection. hum. Et Mais je c'est douillais un fou. peu aussi. Il y a une fois, c'était à cause du Covid. Alors, je suis allé bosser, sauf que avec la poussière et tout, en fait, ça me mettait tellement mal que pendant Hum. une semaine, j'ai pris un peu de distance. Puis ça m'a permis de me reposer un peu. Et voilà, en fait. Et puis quand j'ai des rendez-vous, je travaille pas, c'est mon beau-père qui me remplace. Mais en fait, on est trois dans la société là. Il y a mes deux beaux-parents et puis Hum. moi, le seul ouvrier agricole. Eux, ils habitent à 40 km de là où on est, nous, avec ma compagne. Hum. Et donc eux, ils ont à s'occuper de la partie chez eux, et puis moi, je m'occupe de la partie ici, quoi. Donc, euh, il faut juste se dire que si on devait me remplacer, déjà, on trouve personne. Mais Déjà, on c'est trouve clair. personne. On avait embauché un gars il y a quelques années, mais personne veut rester. On est tellement pas bien payé, on fait tellement de boulot de Bah, c'est con ça. que personne veut le faire, tout simplement. Et donc moi, je veux bien qu'on transforme l'agriculture, mais les gars, retroussez-vous les manches et allez dans les champs, en Hum. fait. Venez nous aider là. Venez nous aider parce qu'il y en a un peu marre, quoi. C'est un peu facile aujourd'hui. Moi, ma compagne, en ce moment, elle est dans les vignes. Donc c'est un travail saisonnier. Tu bosses plutôt l'hiver.
Ils sont obligés de faire venir des Roumains pour bosser parce qu'il n'y a pas un Français qui veut le faire, quoi. Il n'y a Ouais, pas un c'est Français compliqué. qui veut le faire. Parce que quand il pleut, faut y aller. Quand il fait froid, faut y aller. Bah oui, on est en hiver. Bien vu, Sherlock. Ah ouais, mais non, en fait, les gens, ils veulent être payés 4000 euros par mois dans un bureau à rien foutre, quoi. Alors, je caricature, évidemment. La Oui, oui. majorité des gens sont peut-être pas comme ça, mais on va Ouais, il y a dire une que bonne la petite partie, minorité. hein. Ouais, mais on va dire que la minorité audible qui casse les couilles, elle est comme ça. C'est ça, Euh, c'est plutôt ça, hein. C'est ceux qui foutent rien dans les bureaux qui sont les premiers à casser les couilles sur l'écologie, sur les trucs, sur les machins, parce qu'ils ont que ça à faire au final, ils se rendent pas compte du bordel. Et, et sinon, tu sais, il y a pas mal d'agriculteurs qui disent il faut sortir de l'Europe, il faut sortir de l'Europe. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que c'est une solution de sortir de l'Europe? Moi, à titre personnel, tu vois, moi, à titre personnel, même si on sort de l'Europe, ça va être la même merde, il y aura d'autres problèmes. Parce que la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe et c'est la même merde, ils s'en sortent pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah en fait, la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Disons que si tu veux récupérer une souveraineté en France, Hmm. il y a bien un moment donné où faut sortir de l'Europe. Enfin, en tout cas, de l'Europe telle qu'elle est gérée aujourd'hui. C'est ça. Donc, je vais essayer de nuancer un peu mon propos, c'est-à-dire que, alors oui, effectivement, je suis d'accord avec toi quand tu dis que sortir de l'Europe, ça va emmener d'autres problèmes. Bien évidemment que la sortie de l'Europe, pour moi, c'est pas la panacée. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va sortir de l'Europe que on va régler tous nos problèmes d'un coup. Hmm. Par contre, derrière, on va pouvoir reprendre en main un certain nombre de sujets. Et notamment le sujet de la réindustrialisation de la France, le sujet de l'énergie, le sujet alors de l'immigration pour ceux à qui c'est cher, le sujet de l'agriculture. Tout ça n'est possible que si on sort de l'Europe, parce qu'aujourd'hui, c'est les technocrates européens qui d'ailleurs ne sont pas élus. Hein. Ne sont pas élus. Hein. Les gens de la Commission européenne ne sont pas élus. Hmm. Et on ose encore appeler notre pays démocratie. C'est ça. Donc il y a un moment donné, si on veut vraiment faire bouger les choses à l'échelle nationale, il faut sortir de l'Europe, c'est obligatoire. Oui, Maintenant, si on sort de l'Europe, faut pas faire la même connerie que les Anglais, ouais. c'est tout. Le truc, c'est Et ça que va pas. Oui. parce que, juste pour, tu sais, pour l'Europe, moi, pour moi, c'est un joli projet, l'Europe, tu sais, par rapport à la Seconde Guerre mondiale, par rapport à tout ce qu'il y a eu et tout ça. Je trouve ça bête de sortir de l'Europe. Ce qu'il faudrait, dans l'idéal, c'est la reformer, en fait, Oui, mais la une Europe des retravailler. nations, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une entité qui impose un cadre législatif à tout le monde, il faut que les pays gardent leur indépendance. Hmm, Donc, que les pays gardent leur souveraineté, leur c'est ça. capacité de décider, et qu'on se réunisse autour d'une table. Mais en fait, faut pas croire, hein, avant l'Europe, c'est comme ça que ça se passait. Hein. Je veux Hmm. dire, quand tu devais faire quelque chose avec un autre pays, avant l'Europe, tu avais des partenariats avec l'Espagne, avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec l'Angleterre. Oui, c'est Et ça. d'ailleurs, les Américains sont pas dans l'Europe et on fait quand même des traités d'échange avec eux, hein, Hmm. des traités commerciaux. Donc, faut arrêter de nous faire croire que l'Europe va nous protéger de la guerre, puisque c'est l'argument principal, mais en fait on se rend compte aujourd'hui que c'est plutôt l'Europe qui crée des conflits. Hmm. CF Russie-Ukraine, il y a un moment donné, de- de- quand, enfin, en fait on n'est même pas sorti du paternalisme de la colonisation, hein. Hmm. C'est quand même incroyable ça. Euh, et puis de faire une Europe à 27 ou 30 ou On je est sais pas trop. combien on est aujourd'hui, Enfin, c'est pas qu'on est trop, c'est avec que je trouve qu'ils ont intégré des pays qui n'ont pas, entre guillemets, l'esprit européen, on va dire, ou ce genre de choses. Mais c'est-à-dire qu'ils ont intégré l'Europe uniquement pour avoir des aides, des retours, de ce genre de choses, en fait. Ce Oui, qui est... parce que c'est la manière dont est gérée l'Europe aujourd'hui, c'est une connerie. C'est-à-dire, en fait, le but, c'est pas d'améliorer les conditions de chaque pays, hein. Le but, c'était de créer une entité qui est capable de résister au rouleau compresseur que sont les États-Unis et la Hmm, Russie. hmm, Au niveau économique, je parle, hein. hmm. Euh, Moi, je serais plutôt de faire une alliance comme le Mercosur en Amérique latine, c'est-à-dire eux, en fait, ils ont fait entre guillemets une Europe d'Amérique latine comme merde, comme je disais plutôt une Europe des nations en fait. Hmm. C'est-à-dire qui se mettent ensemble pour travailler ensemble, mais chaque pays garde son indépendance, chaque pays garde sa monnaie. Tu vois, il y a un moment donné, l'euro, ça a fait plus de mal que de bien. Tout le monde s'en est rendu compte. Parce que là, on vient parler d'inflation là, ces derniers mois, ces dernières années. Hmm. Mais putain, personne se rappelle de la claque qu'on a pris quand on est passé du franc à l'euro, quoi.
Ah, moi, m'en rappelle. Moi, je suis un tout petit peu plus vieux que toi, je m'en rappelle. Et c'était fou. Moi, c'était une épreuve au bac, le passage du franc à l'euro. Ah ouais. C'était mon épreuve au bac. Qu'est-ce que vous pensez sur le passage du franc à Oh ben non, mais même l'euro? non, parce qu'on est passé à l'euro en 2001, je crois, Bah, 2000 c'est ou ça. 2001. Moi, j'ai passé mon bac en 2002. 2001 ou 2002, ouais, c'est ça. Et, Ah oui, euh, d'accord, ok, ouais, ok, ok. et j'étais en plein dedans. Et pour te dire, j'ai encore le réflexe des fois de rebalancer en Convertir. francs, de convertir. J'ai fait putain le boomer. Tu sais, je suis en train de faire. Tu sais, on passe à caddie. On passe à caddie avec ma femme, on est à la caisse. Ma femme elle me dit 300 euros. Je fais 2000 balles. Ouais, non, mais 2000 c'est balles. hallucinant. Je fais what the fuck. J'ai quoi 2000 balles? 2000 francs. Mais jamais un caddie a coûté aussi cher Ah bah oui, c'est avant. hallucinant. Et il y a rien. Tu Et sais, je regarde dans le caddie. Je regarde dans le quand caddie. Je fais mais il y t'as, a rien à manger. Enfin, on a mangé vite fait quoi. C'est affolant. C'est ah oui, non, affolant. mais c'est. Et de toute façon, faut bien se dire que quand tu vas en grande surface acheter quelque chose, tu payes tout sauf le produit, hein. Alors, je renvoie les gens quand même vers les travaux de Jean-Marc Jancovici. Alors, je sais que c'est un personnage qui est assez clivant, mais c'est quelqu'un qui est tellement brillant et intelligent que Mhm. même s'il a peut-être pas raison, surtout, il a le mérite. Enfin, il faut l'écouter. C'est quelqu'un qu'il faut écouter. Ouais. Et lui explique très bien, déjà ça m'arrange puisqu'il va dans le sens des agriculteurs. Mhm. Il explique que si on veut faire de la vraie écologie au niveau de l'agriculture, il faut downsizer les, les exploitations et il faut mieux rémunérer les agriculteurs pour qu'on puisse déjà en vivre dignement, mais aussi faire des efforts dans le sens de l'écologie. Euh, mais lui, il t'explique que voilà, quand tu vas au magasin acheter de la nourriture, en fait, tu payes tout sauf ta nourriture. Tu vas payer le salaire de la caissière, et heureusement qu'il y a encore des caissières qui ont un salaire. Tu vas payer les crédits du magasin, tu vas payer le transport, tu vas payer l'industrie agroalimentaire derrière. En fait, tu payes tout sauf ce que tu as dans l'assiette, quoi. Mhm. Ouais, c'est un Euh, tout petit pourcentage en fait au final que la matière première que tu payes dedans quoi. Bah non, Et... mais par exemple, nous on vend 2 euros le kilo. Là en ce moment c'est 2,20 ou 2,30 euros. 2,30 € le kilo, je sais plus Mhm. exactement, faut regarder. Ça change tous les jours un petit peu. Quand tu vas acheter le moindre paquet de jambon en barquette, là, c'est 7 € 50 ou 8 euros le kilo. Avec l'inflation maintenant, je sais plus exactement, j'avais regardé ça il y a quelques Mhm. mois. 8 euros le kilo, quoi. Ouais. 8 euros le kilo pour du jambon hyper transformé, hein. Le jambon, je le dis aux gens, mais c'est pas rose, hein. Normalement, le jambon c'est gris. Mhm. Du vrai jambon, c'est gris. Et en plus de ça, c'est assez chiant à faire soi-même à la maison. Moi, j'ai pas encore essayé, je voudrais essayer de me lancer, mais c'est chiant à faire. Donc il est rose parce qu'on fout des conservateurs dedans, notamment Mhm. les nitrites. Bon, je pense que maintenant l'information est bien passée dans la population générale. Donc en fait, tu vas chez le boucher ou le charcutier, c'est pas 8 euros qui va le vendre le kilo, c'est 20 balles le kilo, quoi, le jambon. Ah C'est le ouais, prix que ouais. ça devrait être vendu normalement. Mais le problème, c'est que quand tu vas chez le boucher, tu sais qui tu rémunères. Tu Mhm. rémunères mieux l'éleveur, tu rémunères le boucher. Et c'est marre, on va dire, on va dire que comment dire, la transaction est presque plus directe que quand parce qu'il faut se rendre compte, là, moi, quand mon cochon, il part de chez moi, là, Mhm. il passe par un transporteur. Le transporteur l'envoie à l'abattoir. Donc déjà, le transporteur fait une centaine de kilomètres pour venir chez moi. Ensuite, il fait 200 bornes pour aller à l'abattoir. De l'abattoir, il va partir chez le grossiste, donc il va faire 200 bornes ou 300 ou 400 ou 500 kilomètres, voire 1000 kilomètres, pour ensuite du grossiste aller éventuellement chez l'artisan boucher ou dans l'industrie agroalimentaire. Donc si ça va chez le boucher, ok, ça y est, c'est fini, le transport. Mais si ça part pour faire du produit transformé, bah, ça va dans les usines Ah, attends, de j'ai quelqu'un qui sonne à transformation. ma porte. J'arrive. Ouais. Je peux vous chanter une chanson en attendant si vous voulez. Je suis en...
Avec une personne, vous avez besoin. Non, il y aura un signal. Allô? Ouais, Ouais, j'ai l'entretien de la chaudière. ouais, pas de souci. Il est toujours Bah, absent. j'ai hésité à chanter une chanson, mais j'ai eu peur que ça fasse fuir les gens. Ouais, donc je disais, voilà, quand ça part ensuite dans l'usine de transformation pour D'accord? encore refaire des centaines de kilomètres, en fait, ta viande ou ton légume ou ce que tu veux, en fait, il a fait des milliers de kilomètres avant Hmm. d'arriver dans ton assiette, quoi. Plus toi qui vas le chercher au magasin, donc je sais pas si t'es en ville, ça va à peu près, mais si t'es à la campagne, tu fais quoi, 10, 15, 20 kilomètres pour aller chercher ta Hmm. nourriture. Bref, c'est un non-sens absolu. Ça coûte un pognon de dingue, comme dirait Manu, euh, en ressources, finalement, et surtout en pétrole. Donc, il y a un moment donné, euh, ça ne peut que bénéficier au gros, parce que quand toi tu fous de l'essence dans ta bagnole pour aller bosser, en fait, quand ça augmente de 5 centimes le prix au litre, direct tu fais la gueule. Il y a que les très gros en fait qui ne voient pas de problème à ça. Et puis dans tous les cas, c'est les gens qui répercutent ça sur le prix final. Oui, puis après, eux, ils ont les reins aussi pour encaisser tout ça. Exactement. Et avec le volume, ils s'en sortent sans problème et tout ça. Mais du coup, comment donc toi, tu vas sortir de l'agriculture, tu m'as dit, mais comment tu vois l'avenir de l'agriculture, du coup, c'est... Parce que pareil, il y a les agriculteurs, maintenant, il y a pas assez de renouveau, il y a pas assez de jeunes. Du Ouais. coup, Alors c'est ce que j'allais dire. Ouais. du coup, Bah, euh, pour la génération de mes beaux-parents là, qui seront à la retraite d'ici une dizaine d'années, je crois que les estimations, il y a à peu près un tiers des gars qui seront pas remplacés, quoi. hmm, c'est fou, c'est Donc, énorme. bah moi en fait, il y a un moment donné, ça va coincer. Alors ça coince déjà, mais les anciens c'était des bosseurs, c'est un peu fou d'ailleurs. Mon beau-père plusieurs fois, je lui ai dit, mais levez le pied un peu parce que vous allez pas tenir longtemps comme ça. Bah, c'est ça. Mais il me dit, ouais, mais faut bien le faire et tout, parce que le gars, ça fait 30 ans qu'il bosse comme ça, comme un con. Alors, quand moi j'arrive, je suis une petite nature à côté, si tu veux. J'ai bossé quelques années en bureau, tout ça. Hmm. Je me dis que moi, je m'économise un peu, quoi. Et donc, bah ouais, faut voir un peu, parce que si c'est pas des gens du milieu qui reprennent, c'est-à-dire des gens qui sont nés à la campagne, qui ont aidé leurs parents dès Hmm. le plus jeune âge, je te dis que ça va faire tout drôle aux nouveaux arrivants, hein. Et puis, alors, c'est un mal pour un bien, dans le sens où moi je pense qu'il faut être un peu feignant dans la vie. C'est-à-dire que plus t'es feignant, plus tu vas essayer d'optimiser les choses. Ouais, totalement. Mais moi, l'avenir, pour moi, il est pas beau, hein. Et de toute façon, bon, je suis pas le seul à le penser. Je pense que les gens ils se prennent leur red pill un peu tous les jours, hein. Et à Hmm. un moment donné, on n'a pas 36 solutions. Soit on renverse la table et on reprend notre destin en main pour faire changer les choses. Soit le bateau va continuer à prendre l'eau et puis on va finir par couler, quoi. Ouais, on va voir jusqu'à où ça va aller, de toute façon, ce mouvement des agriculteurs. Oh, bah tu sais, à Alors, mon avis, ça va finir étouffé. tu penses, toi, que Mais ça va se calmer bah, il y a un moment donné, les gars, va bien falloir qu'ils vivent, hein. ouais, Là qui recommence encore, à on a bosser? encore des. Bah ouais, parce que autant moi je peux pas les manifester parce que mes cochons, ils ont besoin d'une Hmm. présence tous les jours. Hmm. Je peux pas, je travaille avec du vivant, Ouais, de bah ouais. l'animal vivant, donc je peux pas partir. Et crois bien que ça m'emmerde, hein, parce que pendant les gilets jaunes et tout, moi Hmm. j'ai été chaud de monter sur Paris, et là je suis en Charente, j'étais chaud de monter sur Paris et puis d'aller grossir les rangs des copains, quoi. Hmm. Mais et c'est d'ailleurs un tort qu'il n'y ait pas eu les agriculteurs avec les gilets jaunes parce que Macron et ses trois petits camions d'arrosage là, moi j'aurais bien voulu le voir contre les tracteurs en fait. Parce qu'il faut bien se dire qu'il y a un pouvoir de nuisance. On a un pouvoir de Il y a un pouvoir de nuisance nuisance, aujourd'hui. ouais, il y On a un est, pouvoir de nuisance, et aussi, j'ai remarqué, les flics sont beaucoup moins présents contre les agriculteurs que contre les autres. Parce que même les gilets jaunes, ils s'en sont pris plein la gueule. Là, les agriculteurs, ils sont plutôt tranquilles sur cette répression-là. bah, c'est-à-dire que quand tu arrives avec ta petite voiturette de policier et qu'en face t'as un tracteur de 6 tonnes, mais c'est Ouais, c'est toujours pareil, en fait. C'est un peu le problème, hein, c'est qu'à un moment donné, soit tu fais une démonstration de force et tu montres c'est que ça. c'est toi qui as la plus grosse, et c'est débile, c'est débile. Je pense que tout le monde aimerait se passer de ce genre de comportement, hein. Et Clairement. nous les premiers, parce que franchement, d'aller faire des concours de bite, on n'a rien à prouver à personne. Franchement, on est très bien dans nos pompes. Euh, dans nos têtes, ça va à peu près, quoi. Je veux dire, on n'est pas là pour. Il y a d'ailleurs le mouvement qui est actuellement, il est apartisan, hein.
Hmm. Oui, il y a de tout, quoi. Les journalopes et tout, ils aimeraient bien nous faire dire que c'est le FN, Oui, c'est tout de machin. suite, Non, non, mais tout en de suite. fait, on n'en a rien à foutre de ça, les gars. Nous, on s'en bat Et les couilles. De toute direct, la façon, panique morale sur... c'est débile. oui, bah bien sûr, hein, bien sûr. Et sachant qu'en plus, je lisais un post sur Reddit l'autre jour. Alors, il y en a quelques-uns qui votent FN, mais en fait, la majorité des agriculteurs, ils ont pas voté FN. Hmm. Donc, bon, après, je sais pas ce que ça vaut, hein, tu sais, c'est les posts Reddit. Ouais, enfin, bref. Bah, je pense qu'on a fait à peu Bref. près le tour, hein, au final, de tout ça. Ouais, Est-ce que c'est pas mal, je hein? pense aussi. Tu vois, regarde, 1 heure et quart. Tu vois, je t'ai dit, c'était impossible en 15-20 minutes. Ouais. Ah, c'est toi qui voulais, mais j'ai essayé de faire le plus court possible, mais j'avoue que Non, non, mais il n'y a je pas de suis un peu souci sur la bavard. longueur. Non, mais sur la longueur, il n'y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas. Mais tu me disais, ouais, 15-20 minutes. Non, non, ça tiendra jamais parce que je sais combien de temps ça prend. Il y a trop de sujets, c'est J'aimerais, trop vaste. si tu me permets, passer Vas-y, un petit message vas-y, aux vas-y. auditeurs. Bien sûr, vas-y. Euh, S'il vous plaît, je sais que ça coûte cher, je sais que tout le monde est dans la merde aujourd'hui financièrement, mais faites attention à ce que vous consommez, Mm. sincèrement. Essayez de privilégier les circuits courts au maximum. Allez voir les gars, hein. Venez nous voir en fait. Vous allez voir, on est un peu bourru, mais on est sympa dans le fond. Et moi, je suis le premier à faire visiter mon élevage. Je suis le premier pour faire un peu de pédagogie, pour montrer aux gens que c'est pas ce qu'on en dit. Je suis le premier à le faire. Euh, alors, je le fais avec mes amis, parce que c'est eux qui viennent me voir, Mm. mais euh, sincèrement, venez nous parler, venez voir dans les conditions dans lesquelles on travaille. Venez voir si on est des assassins, venez voir si on est des tueurs, venez voir si on est des pollueurs, sincèrement. Venez nous voir, discutez avec nous, faites-vous votre idée, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte à la télé, sur les réseaux, n'écoutez pas L214. Alors, évidemment qu'il y a des problèmes dans Ça, c'est l'élevage en encore un France, sujet à part évidemment entière, qu'il y a ouais. de la maltraitance. Non mais voilà, mais faut pas être biaisé au point de prendre des vidéos extrêmes et de dire, ah bah ça c'est comme ça que ça marche partout en France Mm. dans tous les élevages. C'est faux. Et comme je disais plus tôt, si on s'occupe mal de nos animaux nous font savoir. Mm. Et vu qu'on a du mal déjà à gagner notre croûte, pensez bien que si on fait un mauvais boulot et que nos animaux en pâtissent, on ne peut pas tenir. On ne peut pas tenir, c'est impossible. Donc voilà, un petit message pour vous. Et si je peux me permettre, un petit message à Manu. Reste à l'étranger, espèce d'enculé. Euh, non, sincèrement, là, parce que lui, il fait trop le beau, là, il fait trop le malin, et je suis désolé de dire ça, j'espère que tu n'auras pas de problème avec ça, mais ça n'engage que moi. Oh non, je te rejoins, vas-y. Euh, Fais bien attention, parce que nous, on est déterminés, Mm. et on n'a pas peur de toi, mon gars. Et on Mm. n'a pas peur de tes forces de police non plus. Nous aussi, on a des gros engins pour faire joujou, il n'y a pas de souci, donc fais bien attention à ce que tu vas faire. Parce que là, à force de te foutre on n'a jamais été autant dans la merde que depuis qu'il est là, ce mec-là. Clairement. Sincèrement, il nous a foutu dans la merde. Je comprends même pas que les gens aient pu le réélire. Ils ont passé 2 ans à se faire tirer dessus, crever des yeux, arracher des mains. Je comprends pas comment ce mec-là a pu être réélu. Mm. Donc, Manu, fais attention quand tu parles aux agriculteurs et fais attention à ce que tu fais avec les agriculteurs parce que nous, on n'a plus rien à perdre aujourd'hui. Mm. On n'a plus rien à perdre et les gens qui n'ont plus rien à perdre sont les plus dangereux. C'est Voilà, ça. c'est tout ce que je voulais Clairement. dire. Clairement. Clairement, clairement. Bah, je te Je te remercie remercie beaucoup. beaucoup de m'avoir reçu. C'est Franchement, moi. c'était trop cool. C'est moi qui te remercie. C'était vraiment Et, cool. Et j'espère que bah, et voilà. je pense que ça intéressera les auditeurs. Si ça vous a Bah, j'espère, ouais. intéressé, évidemment, si vous avez, j'aurais dû le dire peut-être en milieu de la vidéo, en début. Je sais pas s'il y a encore des gens à 1h17, mais si ça vous a intéressé, un grand merci à vous d'être resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo. N'hésitez pas à partager évidemment autour de vous toutes ces informations. Et encore une fois, un grand merci à toi et bon courage pour la suite. Ouais, merci bien. Bah, toi aussi, puis fais attention avec tous les loulous d'Internet. Lâche un peu du lest avec ces gens-là. Oui, non, Je, ça, je- je bloque je tout le crois qu'ils monde en et je me valent pas prends le plus coup. la tête. Ils Ah en valent ouais, pas le coup. Je leur donne pas l'heure, je leur donne pas d'exposition et ouais, au-dessus de ouais. tout ça. Ils n'ont pas le level en fait, c'est juste ça. Bah, c'est même pas ça, c'est que, tu vois, là, je voyais pas du ring qui fait des vidéos sur toi, et je suis là, mais il a rien de mieux à foutre, ce C'est mec-là, ça. Tu vois, que... tu as la crise des agriculteurs qui est infernale. Ils s'occupent de. Enfin, c'est. Voilà. Bah, c'est là que tu vois Mais c'est là je... que tu vois sa super gauche. Mais bon, bref, on va pas en parler. Mais Euh, c'est un truc que je te dirais à toi aussi, laisse-les dans leur c'est coin, et ça. puis, franchement, Non, mais tous ces gens ça ont fait pas chier, les. parce que si tu t'attires des problèmes avec ça, pour Non, des histoires faut. de cours d'école, c'est un peu débile, quoi. Ouais. Bah, enfin, Enfin, bref. c'est mon avis, je veux rien te... Ça marche. Ouais, t'inquiète Voilà, pas. c'est Merci à toi en tout cas. amicalement que je dis ça, voilà. Ça marche. Bon, merci Dalibor. Bye bye. Salut.